Ihrem Befehl, mein Führer! Mesdames et messieurs, comment doit se conduire cette période post-électorale et comment, si le chef de l'État a un second mandat, comment doit-il diriger le pays? Quelles sont les failles qu'il est censé peut-être corriger pour que les Congolais se retrouvent pendant ce deuxième mandat? Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, dans ce spécial Face à l'opinion, une personnalité de taille. Je m'en vais les présenter. C'est Monsieur Germain Kambinga, ancien ministre de l'Industrie, ancien vice-ministre de la formation professionnelle, spécialiste en économie, finance et banque. Il est président du parti politique Liberté et du regroupement politique Le Centre. Monsieur Germain Kambinga, bienvenue chez nous à Congo Buzz. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec Madame Naomi. Mbote, madame. Mbote Ndekoden, Mbote Ndekogermain. Mbote, maman. Voilà, c'est un plaisir immense de vous avoir. On ne vous a pas suivi ces derniers temps dans les médias. Vous avez un tout petit peu disparu. Mais c'était pour vous laisser émerger aussi. Vous savez, on a fait du day-to-day pendant de nombreuses années. Oui. Il fallait laisser de l'espace également, laisser la terre en jachère. Mais lorsque cela est nécessaire, comme maintenant, notre devoir, c'est de faire en sorte que la bêtise ne triomphe pas. Et alors, nous revenons sur le front. Parce que la République traverse une période particulière. Il ne faut surtout pas se taire, il faut être au front pour édifier, ouvrir le livre des réalités politiques pour que les Congolais ne soient pas trompés et qu'ils comprennent ce qui est exactement en jeu aujourd'hui dans leur pays. C'est exactement en jeu dans leur pays, mais on vous situe où, Monsieur Germain Kambinga? Mais vous m'avez présenté. Dans l'opposition, dans la majorité au pouvoir? Ah non, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Moi, j'ai travaillé avec le président Tshisekedi dans le gouvernement, vous l'avez rappelé. Moi, je soutiens le président de la République. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et je ne me suis jamais caché. D'accord. Monsieur Germain Kambinga, quel est votre point de vue sur déjà, on va prendre d'abord le premier mandat du président Tshisekedi. Comment vous l'avez trouvé? Écoutez, 5 ans ont passé. Le peuple congolais a visiblement apprécié le premier mandat du président de la République et cela sur différents aspects. Je pense qu'aujourd'hui, refaire l'histoire alors qu'il y a déjà une évaluation qui a été faite par celui qui est l'unique souverain en la matière, ça veut dire le peuple congolais, ce serait essayer de nager à contre-courant. Nous faisons de la politique pour servir le peuple. Lorsque le peuple s'exprime, il faut s'aligner. Le peuple, au regard des tendances, a, dans une large majorité, reconduit sa confiance vis-à-vis du président de la République. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que les perceptions individuelles de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché ne peut plus être d'actualité. Il faut se subordonner à cette réalité. Ça a été un mandat extrêmement difficile, il ne faut pas l'oublier, c'était la première alternance démocratique. Il fallait, dès le départ, trouver l'alchimie pour expérimenter in situ une présidence sans majorité. Les ressources constitutionnelles le permettaient, mais cela n'avait jamais été expérimenté. Il y a eu l'accord FCC-CACH. Caen, le président de la République, avec ses alliés, ont essayé, mais cela n'a pas marché. Et pendant ces 2 premières années, la République était dans une phase d'expérimentation institutionnelle, d'une approche avec un président qui n'avait pas de majorité. Le président de la République a décidé à un moment donné de couper cette alliance pour se donner les moyens de sa politique. Il l'a fait, il a créé son groupe politique qu'il a appelé l'Union Sacrée. L'Union Sacrée ayant la totalité des rênes du pouvoir, il a, les 2 dernières années et demie, consacré cela à la mise en œuvre des politiques publiques qui correspondaient à sa vision. Il s'est engagé durant ce mandat également à donner une virilité particulière à l'affrontement de la problématique de la guerre. Nous avons eu l'état de... Mais quels sont les aspects, les points qui n'ont, à votre sens, qui n'ont pas marché à votre sens, qui méritent un coup de balai pour que, en tout cas, les Congolais puissent dire cette fois-ci, il a mieux fait? Alors ça, c'est une mauvaise façon d'approcher les choses, et parce que je vois souvent ce type de questions qui prêtent à polémique, mais qui ne
se consacre pas à la réalité factuelle et structurelle du pays dont il est question. La République démocratique du Congo est un pays sous-développé. Ça veut dire, autrement, qu'en réalité, ce n'est pas en un mandat qu'on peut résoudre un seul des problèmes qui se posent à ce pays, parce que tous les problèmes de ce pays sont structurels. La véritable évaluation est celle de savoir, secteur par secteur, où est-ce que le président de la République a trouvé le pays, où est-ce que le pays se trouve, faire une balance et constater tous ensemble qu'il s'agisse des questions économiques, des questions sociales ou des questions institutionnelles. La République démocratique du Congo n'a pas reculé. La République démocratique du Congo a plus ou moins avancé. Chacun ira de son commentaire par rapport au rythme, mais lorsqu'on a un budget qui passe de 5-6 milliards en mobilisation à quasiment 13, 14, 15 milliards aujourd'hui. Lorsque on a des réformes structurelles comme celle de l'éducation avec la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, l'augmentation des infrastructures de formation, lorsqu'on a l'indexation progressive des salaires à l'évolution du taux de change, disons à l'inflation, lorsqu'on a la prise en charge réelle de la problématique de la guerre à la dimension qui devrait être, ça veut dire on est passé d'un budget de moins de 300 millions de dollars et on approche les 1 milliard de dollars aujourd'hui. Lorsque, en plus de cela, on constate qu'il y a, the last but not least, une élection qui a pu se dérouler malgré toutes les problématiques qu'on a pu affronter, Covid, la guerre, la résurgence du M23, les menaces permanentes du Rwanda. Mais les vrais problèmes qui se posent aujourd'hui, ce sont ces résultats. C'est un débat. Vous m'avez posé une question. Moi, je vous dresse un tableau très simple que je n'appelle pas bilan. J'appelle ça une analyse comparative des résultats. Où est-ce que nous étions? Où est-ce que nous sommes? Est-ce que le président de la République a fait moins bien que ses prédécesseurs? Est-ce que le gouvernement Samalou Kondé a fait moins bien que ses prédécesseurs? Non. Les fonctionnaires sont payés. Il n'y a pas de retard, il y a une indexation, il y a une augmentation et un alignement plus important des fonctionnaires au budget de l'État. Il y a des évolutions qu'il faut intégrer dans le contexte des réalités. Tous ces éléments-là ont concouru à l'élection aujourd'hui. Des réalités locales. Oui. Ça ne veut pas dire que les problématiques sont finies. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de finitude possible dans les questions comme celle du développement d'un pays comme la République démocratique du Congo et surtout pas dans l'horizon temporel dont il est question, sinon ce serait du populisme. Selon vous, il y a des efforts, il y a des évolutions, il y a certainement une accélération du rythme qu'il faut souhaiter, mais je crois que ce sera possible parce que d'abord, les élections se sont tenues à temps. Il y a beaucoup moins d'impératifs ou de contraintes politiques qui vont peser sur le président de la République. Dans la compilation des résultats, il y a un tiers d'électeurs qui ont été compilés. Et dans cette compilation, le président Tshisekedi est haut en tête avec plus de 75%, il a 77%. Oui. Est-ce que ça s'explique, selon vous, à ce qu'on a vu sur le terrain par rapport à son mandat, par rapport au challenger qu'il a, notamment, non de moindre, M. Katumbi, M. Fayoulou, est-ce que ça peut s'expliquer? Vous me laissez alors un peu de temps. Allez-y. Pour vous expliquer la situation telle que moi je l'aperçois en tant que Congolais d'abord, mais aussi en tant qu'analyste politique, mais surtout en tant que politique. Oui. Moi, j'ai été au cœur des élections de 2006. Et il ne vous a pas échappé qu'à l'époque, j'étais le porte-parole du président Bemba et j'étais au cœur de la machine électorale. En 2011, moi-même, je commençais ma première expérience politique en tant que candidat, donc j'étais au cœur. En 2018, j'étais dans l'appareil décisionnel du Front commun pour le Congo. Donc, je travaillais aux côtés d'Emmanuel Ramazani Shadari et du président Joseph Kabila. Donc, je connais le Congo, je connais le Congo politique. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais faire, en fait, une présentation très simple pour que les uns et les autres tirent leurs propres conclusions. Et il faut partir de deux questions fondamentales. Comment est-ce qu'on gagne des élections présidentielles en République démocratique du Congo? Ensuite, comment cette réalité peut expliquer les résultats auxquels nous faisons face aujourd'hui avec les tendances présentées par la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, la République démocratique du Congo, il ne faut pas l'oublier, est un pays continent immense, avec des réalités sociales et sociologiques qui sont au creuset de différentes problématiques.
plus de 400 ethnies, une géographie complexe, une histoire complexe. Donc si vous voulez gagner une élection présidentielle en République démocratique du Congo, il faut avoir la meilleure des organisations, une vraie machine à gagner des élections. Et on y arrive comment? On y arrive en ayant le maillage le plus important et le plus complet du territoire national. Le président de la République a l'UDPS, une machine politique dont personne aujourd'hui, de bonne ou de mauvaise foi, ne peut contester la puissance. C'est depuis 1982 qu'ils ont commencé et ils ont été au cœur de tout ce qui s'est fait politiquement dans ce pays. Moi, j'ai l'habitude de dire que le logiciel de fonctionnement politique de l'opposition de ce pays, c'est l'UDPS. Le logiciel de fonctionnement politique de la gestion de l'État de ce pays, et ça n'a pas changé, c'est le MPR. J'ai l'habitude de le dire. Donc, vous avez l'UDPS d'abord, qui est une machine politique. Ensuite, vous avez des alliances très solides que le président de la République a signées avec Jean-Pierre Bemba. Moi, je rappelle que Jean-Pierre Bemba, c'est 7 millions de voix en 2006 aux élections présidentielles. En 2018, il n'avait pas d'alliés, mais il a gagné à la présidentielle. Laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. L'UDPS et l'UNC ont gagné les élections. Laissez-moi terminer mon développement et vous allez comprendre de quoi je parle. Vous dites qu'en 2018, il n'avait pas d'alliés, mais si, il avait l'UNC. Et il avait en face de lui une problématique qu'il avait bien cernée, c'était la problématique de l'alternance. Ensuite, il ne faut pas oublier que Étienne Tshisekedi venait de mourir et personne ne peut contester la magistrature morale qu'Étienne Tshisekedi exerce sur le peuple congolais, et je vous l'ai expliqué par l'histoire de l'UDPS, vous m'avez coupé. Donc, si vous intégrez ces paramètres, vous intégrez le fait que le candidat présenté par le FCC n'a pas bénéficié, contrairement aux apparences, du soutien global et complet de la machine politique qui l'accompagnait, du fait des frustrations, du fait de l'usure du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari peut suivre cette émission, je le regarde en face, il le sait, il s'en est plaint. L'usure du pouvoir, les contradictions internes, il manquait un fil de cohérence. Et ça, il faut l'avouer, d'accompagnement de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Il le sait, il s'en est plaint à plusieurs reprises. Et nous le savons. Donc c'est ce qui explique que dans ce contexte de l'époque de 2018, Félix Tshisekedi, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi vient de mourir. Il y a toute l'émotion qui accompagne l'histoire d'une lutte héroïque pour la démocratisation du pays. Donc vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez l'UDPS, vous avez Jean-Pierre Bemba, c'est 7 millions de voix en 2006. Je ne dis pas qu'il a les 7 millions encore. Je dis que c'est un acteur politique qui a participé à tous les processus avec sa machine politique et personne ne peut contester l'ancrage local, provincial et même national de Jean-Pierre Bemba. On l'a vu se mouvoir pendant les élections et partout où il est passé, avec virilité, il a défendu son candidat, avec rage, il a défendu son candidat. Et il y avait des foules. Vous avez Vital Kamerhe, c'est 1 700 000 voix en 2011. Et une machine politique qui a des élus à toutes les élections depuis lors. Maillage important, rouage important. Je ne dis pas qu'il a toujours les 1 700 000 voix, je dis qu'il a un ancrage, il a une solidité politique et une consistance politique qui fait que quand vous avez Vital Kamerhe, quand vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez de vrais alliés politiques, au sens d'utilité politique, pas de la fanfaronnade. Ensuite, vous avez Modeste Bahati, c'est 1 300 000 voix, si je me souviens bien, en 2018, à travers ses élus. Une machine politique implantée à travers le pays. Personne ne peut en douter. Vous avez Moussa Niamussi, vous avez tout le reste. Ensuite, vous transcendez les partis politiques, vous allez au niveau des confessions religieuses. Vous avez des églises comme l'église kimbanguiste, tous alignés derrière la candidature de Félix Tshisekedi. Il avait donc une machine à gagner des élections. Un groupe politique doit être une machine à gagner des élections. Maillage territorial complet. Ensuite, vous avez toute la galaxie et la myriade de candidats nationaux, provinciaux et communaux que l'Union sacrée a présenté. C'est autant de relais qui ont assumé et porté la candidature de Félix Tshisekedi. Vous avez vu la ville de Kinshasa envahie par des affiches où, sans aucune hypocrisie, l'essentiel des candidats de l'Union sacrée avaient leur photo, mais également la photo de leur candidat président, qui était Félix Tshisekedi. Oui. Vous deviez me laisser finir le développement, et puis, vous voyez, donc d'un côté, vous avez cette ossature-là, qui est solide, qui est cohérent. Et de l'autre côté, vous avez une opposition totalement divisée. Martin Fayulu, pendant 5 ans, de notre point de vue, n'a pas su faire le rassembleur. Il a anticipé la mythification de son personnage.
L'intemporalité de la popularité de Tshisekedi est une construction décennale, c'est des années et des années. Il était trop tôt pour Martin Fayulu pour penser que sans un travail de rassemblement permanent des forces politiques d'opposition pendant 5 ans, qu'il pouvait à lui tout seul incarner la même force qu'il avait en 2018. En 2018, il avait Bemba derrière lui, qui est maintenant avec Tshisekedi. Il avait Moïse Katumbi, qui est dorénavant lui-même candidat président. Il avait Moussa Nyamwisi, qui lui-même est maintenant avec Félix Tshisekedi. Et si vous ajoutez le fait qu'il a tenu quand même des discours assez contradictoires, il arrive aux élections avec qui? Il conquiert le Congo comment? Il n'a pas de machine politique et de coalition avec un maillage territorial crédible. Il n'a même pas de candidat député. Il n'a pas de candidat député provinciaux. Il n'a pas de candidat communaux qui fait campagne pour lui quand il se déplace et qu'il quitte. Première réalité. Vous avez Moïse Katumbi. Il a un problème également. On peut lui reconnaître la stature d'homme d'affaires et le message qu'il a fait passer de l'homme qui a réussi. C'est très bien. Mais de manière consistante, qui accompagne Moïse Katumbi au-delà de son parti pour assurer le maillage national? Matata par exemple. Si, qui? Matata Pour le Maniema, excepté Matata Pogno, il faut le reconnaître. Pour le Maniema, ce n'est pas... Kassai? Non, je pense que le Kassai appartient à Félix Tshisekedi, et ça c'est des calculs politiques, ce n'est pas des incantations. Il n'y a personne qui peut supplanter Félix Tshisekedi dans le Kassai. Donc dans ce schéma-là et dans cette configuration, Délice Sanga ne pouvait rien apporter de ce point de vue-là à Moïse Katumbi. La coalition ou l'alliance qui aurait pu donner une consistance plus importante à la candidature de Moïse Katumbi, c'eût été qu'il réussisse à convaincre Joseph Kabila, dont il partage le leadership du Katanga dans une certaine mesure. Et ensuite, il aurait peut-être bénéficié de l'apport de la machine politique de Joseph Kabila, avec une multitude de cadres politiques qui ont des expériences électorales affirmées. Parce que c'était 18 ans de pouvoir, 5 ans de repos, ils auraient pu trouver une méthode pour que la candidature de Moïse Katumbi soit portée, sans donner l'impression que c'est une réédition d'un système politique que peut-être les Congolais n'étaient pas prêts à revoir. Mais ça aurait donné plus de consistance à sa candidature. Lorsque vous mettez les 3 machines électorales, vous vous rendez bien compte qu'en réalité, sur ce plan-là, il n'y avait pas match. Et je me suis expliqué. Maintenant, allons sur le message. Lorsque vous allez dans une campagne présidentielle, il faut savoir que c'est une rencontre entre un homme, un peuple et son histoire. C'était quoi l'histoire racontée par Félix Tshisekedi? Très simple. Il a dit au peuple congolais, nous avons commencé un combat, notre pays est menacé, je suis le rempart, je suis le commandant suprême. J'ai identifié la menace, cette menace s'appelle Kagame. Et je lui ai parlé et je lui ai dit ceci. Monsieur Kagame, si vous continuez, je vous tabasse. Voilà ce que Félix Tshisekedi a dit au peuple congolais. De l'autre côté, vous aviez une opposition qui avait un message confus, diffus, mais surtout des promesses évanescentes. Parfois, on nous parle d'un avenir meilleur, de lutte contre la corruption, de social, mais les Congolais, en réalité, il ne faut pas l'oublier, n'ont pas perçu ces thématiques comme une priorité face à la menace de balkanisation de leur pays. Voilà. Donc, nous avions d'un côté un message sur le social et d'un autre côté un message sur la sécurité, la souveraineté. Les Congolais étant ceux qu'ils sont, chauvins, ancrés dans les traditions, soucieux et jaloux de leur pays, ont lancé un message à la classe politique à travers cette élection. Ils ont dit, vous avez tout, l'argent, le luxe, vous avez bénéficié de tout de ce pays, mais c'est nous qui allons vous donner une leçon. Je dois vous dire que nous n'avons rien. Nous, le peuple congolais, on n'est pas toujours bien payé, le dollar périclite, les infrastructures sont un objectif, le social un objectif, mais on va renoncer à ça. Pour vous apprendre, vous, les politiciens, c'est quoi le patriotisme? Comment il faut se comporter lorsque votre pays est menacé? Voilà la réponse des Congolais à travers ce vote. Cette même opposition. Oui, allez-y. Élection 2023, pour tous les Belango, au Talis Bisso, que
Nous avons en 2006, 2011, 2018, l'élo. Élection en 2023, bande de opposition, balobi eza chaotique pour na basusu, balobi tricherie, fraude, ezalaki na komona na boye penza. Ce qu'il faut autant na ba élection monsieur Salema na o etali kubongisama na yango, logistique na yango, kamba ba kitu ekoma ki retard. Est-ce que yango pe eza na moi problème ete na ba résultat autozozwa lelo? D'abord, maman, il faut koyeba, c'est que politique, toye kola kosala ngona bosembo. Ngana lobby, bande ko opposition, mosala il faut basa la sikoyo, eza ko sangisa. Ba résultat, ko sangisa pe ba preuve na bango, bazela, CNI et publié ba résultat nyonso, et après ba ko comparer. Mais ce qui bo bandi, bo lobby bo fungola, nzungu, ya ba élection ya RDC, depuis 2006 il est lo. Beaucoup sabatouté. Solo namboka na biso mémoire abatu, hein, ezalaka mo mokuse. Dans 2006 élection les kai malamu. Natuna yo. Les kai malamu na 2006. Turo eze ya mabeko le ka ba élection na sale malamu na biso. Donc tangu guerre ebimaka na ngumba Kisasa na 2006 3 fois, août 2006, octobre novembre 2006, mars 2006. Ezaki signe que l'élection est salamaki malamu. Batuba Koufaki, Massasi Beti. Azaras Roubé Sengaka annulation ba élection. Ezalaki malamu. 2011, Centre Carter, Oyazo Senga ki élection, Oye Kendeti Nasuka ba résultat. A Boyaki, ba résultat à 2011. Dernier jour à campagne à 2011. Bobosani, que Massasi Beta Maka na Kisasa campagne salamaka te jour à sou katang papa Tshisekedi azo tourner na avion nae. Bobosani que dernier jour à campagne Salamakate Namboka Oyo. Bobosani que tango to sali publication ya ba élection en 2011 près de 50% ba bulletin to fungola kate pour polaka na mbula na fikine. Bobosani na 2018 bato balobi que élection eleki mabe. Bango balobaki balongaki non et que élection en 2018 ezalaki mabe koleka ba élection so po bango balongaki eza Tshisekedi tende mutifalias à la président. Siko ba reconnaître que balobi nini que élection ezalaki malamu. Non. Toza na problème na commission électorale nationale indépendante depuis et bandelia masolo. Problème ango ezani. Tango bayi politique bakutanaki pendant la transition à 1+4 bautaki Sun City balobi toko sala eloko moko ya sika mutu na mutu il faut atinda mutu na ye na kati bato wana nde soki basangani bakoki kobimisa bosembo ya ba élection. Premier problème tokanisa ke eza ida malamu mais suka to comprendre que eza ida mabe. Obi pona nini chaque fois que élection eleki toleki saka 2-3 ans mobimba poto yokana ba politique bazo soit na kobunda nani akoza la président CNI. Résultat CNI et kozwa ba konzinango peut-être 1 année et demie parfois 2 ans avant élection. Batwana baye babandi il faut baye kola mosala wana ndenge mboko ezali tant ekomi muke ya ko préparer ba élection premier liboso monene CNI ezalaka nango ezande wana il faut tozwa mayele mbala oyo po difficulté tokuteni lelo tamsu po internet eza makasi na ba téléphone lelo tamsu po ba candidat baza ebele la machine mikuti na banda kwa batu ko vote mais que 2-3 jours après bon vraiment ba congolais tozalaka quand même batu na mwa lokuta makasi na 2018 lisolo wana ezate beta internet nazo senga ba téléspectateurs nyos peut-être que nga net na lobby nazo soutenir Félix Tshisekedi nazo ko sapo batu mona ba bazo luka musala on dirait nga naza mutu na go luka musala hein na sala pebele non donc na ko ipe kozwa moi volonté ya ko servir moka nani beaucoup man internet élection fraude difficulté bo cheka ba kombo mo ben internet bo che 2006 bimisa sala mo sabo sala pe bongo na 2011 sala bongo pe na 2018 bo mona on dirait que masolo bozo beta siko et ça masolo bo beta na 2018 tolo ba que de marche ya opposition ko senga annulation ba élection oyo na 2006 déjà Robert Wasenga Kayango et lo kwa sikezate ba élection na biso ezala kaka na ba problème il faut ba politique na pesibino déjà bobo to kata na expliquer bino que il faut to changer ndenge to sala ka CNI et lo kwa liboso ba politique na ba politicien
ba perdaka temps mingi na soli na ndenge toyokanaka na 2006 style elonde to composaka seni et même makabiso na ba perte ya temps ebélé. Ce sont les confessions religieuses qui désignent. Non, c'est pas les confessions religieuses qui désignent les membres de la CENI. Le président de la CENI. Oui. Mais il y a tous les autres membres dont il faut discuter également de la répartition par rapport aux quotas, par rapport à la perception qu'a l'opposition, par rapport à toutes les difficultés que nous connaissons dès le départ. Il n'y a rien de nouveau. À chacune des élections qui arrivent, la CENI a généralement 2 ans de retard. 2011, Ngoï Mulunda a préparé ses élections en moins de 9 mois. Vous vous rendez compte? En 2018, l'abbé Malou Malou est élu, il meurt. Corneille Nangaa prend et il a un délai très réduit pour réaliser ses élections. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a perdu 2 ans, 2 ans et demi. On Sarmalonda, on ne veut pas. FCC Cash, on ne veut pas, on se bat. Résultat, Kadima, quand il arrive, finalement, il a très peu de temps pour organiser ses élections. Donc, ce sont ces problèmes politiques que je mets sur la table. Je dis, il faut prendre le courage. Vous proposez quoi? D'abord, de changer cette structuration de la Commission électorale nationale indépendante pour arriver à des formats plus classiques, comme cela se fait dans d'autres pays. Après cela, il y a un deuxième problème. Oyo CENI azana yango. Bokozwa président à CENI, bokozwa ba membre à CENI, bango bazana mo ba contrat à malam. Mais parti oyo etali mosala na bango ya mutuya eza mokolo élection. Toyokani. Mais mokolo élection wana bato ba kipaka ba élection eza bato bazana ba contrat ya mike ya 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Donc bato wana bayaka na conscience te oyo sengeli pona kosala mosala ta musundenge sengeli po ayebi que lobby di solo ici toza ba zaïrois toza ba congolais toyebani moto soka yebi que mosala eza un jour lobby na eza ndenge nini eza ka mokolo wana nde masolo na yefo salama député akoya azui moto akoya azui. C'est ça le problème de fond. Totika komikosa totala na neti na miroir toyebani. Donc réforme na niveau wana il faut que tout ça là que dans ba année o toza koya totika koloko taka batu bakoma ba président ba centre bakoma ba président ba bureau bakoma ba assesseur bozo bato yo batanga te o assesseur muto atala musala te assesseur non. La CENI na mikoleza koya il faut atala na liste ya ba magistrat ministère ya justice ezali atala na liste ya fonction publique ba directeur ba tominene ba za ebele tozana l'été foutaka ba millions de personnes. Donc tu connais qu'on a 300 000 personnes. Tu es obligé bango ndenge sala marana États-Unis. Motoso kaza magistrat a commis président à centre à cause de la conscience que les cas cousin ton de komoko o lokoti a sa responsabilité mon nene bongo. Eza ba biloko to ça depuis 2006. Ba problème makasi o to kuta na kanango ya transparence, ya régularité, ya biloko bozolo ba et vous takawana. Ce qui n'est et ça la États-Unis tant ba désigner ka bato ba benga ba juré au recevoir lettre na yo aux professeurs ba ebisio que par la loi aux obligés aux affectés et aux président de il y a bureau de vote boye il y a centre de vote boye aux magistrats au recevoir lettre na yo aux informé que l'état est pour nio motoana a plus de conscience aux médecins à l'état. Bon, au Gozoalet, bah, il mokolo boye, yo salate, to affecté au namboka boye, to affecté au place boye. Wana to résoudre déjà problème mususu. Donc, moni problème politique, tant ya kocha CENI, problème interne, bah to ba recruta kawana 300 000 Congolais. To zabisonyo so ba kinoa awa. Sangisa 300 000 Congolais au badana mi salate, ya lobby. Bah on se comporter nini mokolo élection. Ata o bazana misala malonga bazali ta mususu bazana contrainte wana te oyo ekosala que bateau baleki belé bazana misala te lobby ba influencer bango. Il faut changer cela. Ce ko silisi wana okota na o etali ba infrastructure. Mboka na biso eza monene. Toza mboka oyo tozana nuko bunda okene na développement. Donc to mikosate réflexion to makanisi ya makasi il faut ça la mawana ndengeni to koyeko sala que soki mapona mizali problème à boitou et se poser té problème à vélo et se poser té et que biloko ekomaka esika il faut ekoma attends. Est-ce que vous partagez donc makamwana nyoso e bandi le loté eza makambo e bandaka kala
les lots internet et ça, on a l'obité que Makambo Salam est normal. Faut pas. Mais nazo paye ça. Moi makanisi, nandenga bo sembo, nandenga motoyo aboyi komi kosa. Pour ceux qui ont lobby que l'élection les lots, eza malamu te élection 2018 eza malamu. Donc ba kosa ki biso. Tant ba lobaki ba désordre so ba salaki pendant mandat oyo que biso mto gagna ki bango te boye boye. Ce qui a 2018 balobi ezalaki mabe koleka 2011. Donc pourquoi papa Chichi après taki serment nanda kunaye? Pourquoi ensuite bakanga ki nanda ko pendant plus d'une année? Donc ba problème et banda kala. Et si il faut to lukande ba solution pour balasima to continuer ko zonga la capa problème on était parce qu'à chaque fois tozo pousse na pembeni il y a au babenga na poto le chaos. À chaque fois et à chacune des élections nous jouons avec le feu. Et ce n'est pas une question de président de la République, de toute façon, qui n'organise pas les élections. J'ai même presque envie de dire, ce n'est pas une question de président de la CENI, parce que Kadima, il est mauvais, Nanga, il est mauvais, Malumalu, il est mauvais, Ngoïmoulounde, il est mauvais, tout le monde est toujours mauvais. Ah bon? Et c'est nous qui n'organisons pas les élections qui sommes des gens bien. Pourquoi? Pensons-nous cela? Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème au-delà de tout ça? Et c'est ce que je pose comme réflexion. Si nous avons eu des problèmes en 2006, si nous avons eu des problèmes en 2011, en 2018, aujourd'hui en 2023, ce qui est important, ce n'est pas de chercher à mettre un terme à un processus démocratique, c'est la respiration démocratique normale, mais c'est d'enjamber la problématique et de se projeter par rapport à l'avenir et de se dire, à la fin, pourquoi répéter toujours les mêmes erreurs? Et ce courage politique doit être celui du prochain président de la République et de sa majorité. Donc, moi, je suis pour une révision constitutionnelle. Il faut revoir l'organisation et la mise en œuvre de l'organe qui doit être chargé d'organiser nos élections. À l'époque, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale, moi, j'avais une proposition très simple. On devrait arriver à ce que la partie, si vous voulez, logistique soit gérée par le ministère de l'Intérieur, comme dans la plupart des pays, et la partie opérationnelle soit gérée par une commission qui serait composée de techniciens et de gens recrutés peut-être sur concours. Est-ce que ça va renforcer la confiance entre les parties prenantes déjà? Mais ça va surtout renforcer la cohérence et ça va nous faire économiser du temps. À un moment donné, le Congo doit pouvoir sortir du cycle permanent de retour en arrière. Ça va faire presque 20 ans que nous sommes sortis du dialogue intercongolais. À un moment donné, il faut qu'on évolue, aussi bien avec notre constitution qu'avec les choix qui avaient été opérés à l'époque et qui correspondaient au contexte de l'époque. Ça ne marche plus. La Commission électorale nationale indépendante est à bout de souffle. Nous l'avons expérimenté. C'est devenu plus un problème qu'une solution, cette manière d'organiser les élections. Donc, il faut regarder l'avenir. Maintenant, puisque nous n'avons pas annulé en 2018, puisque nous n'avons pas annulé en 2011, puisque nous n'avons pas annulé en 2006, il serait tout à fait absurde de penser qu'après avoir dépensé 1 milliard, 100 millions de dollars, après avoir mobilisé des dizaines et des dizaines de millions de Congolais qui se sont mobilisés comme presque jamais, aujourd'hui leur dire que nous annulons parce que X ou Y s'est trompé de problématique électorale, il a parlé du social alors que les Congolais avaient besoin de sécurité, parce qu'ils étaient désunis et que de l'autre côté on avait une machine électorale puissante. Je vous regarde dans les yeux. Pensez-vous sincèrement que vous avez gagné les élections? Nous tous, nous avons été dans les bureaux de vote. Moi, je suis président d'un regroupement, j'avais 120 candidats. Plus de 2000 témoins à travers le pays. Et moi, je regarde les gens avec sincérité dans les yeux pour leur dire, partout, c'est le même rapport. Les Congolais ont voté pour Félix Tshisekedi. Mon explication, c'est qu'il a bénéficié, comme Zelensky pourrait en bénéficier, du phénomène de la guerre. Il est le rempart. C'est le commandant suprême d'une nation en guerre. Qui sommes-nous, nous Congolais? Nous sommes une nation de chauvins. La mythologie politique congolaise, celle que vous et moi avons reçue dès notre enfance, c'est que nous sommes dès l'origine une nation riche, enviée par tous les voisins, et que notre devoir suprême, c'est de protéger cette richesse. C'est ce que nous a dit Kimpavita, c'est ce que nous a dit Kimbangu, c'est ce que nous a dit Lumumba, c'est ce que nous a dit Mzee Kabila, c'est ce que nous a dit Etienne Tshisekedi et tous
ceux qui ont eu un rôle prépondérant dans la magistrature d'opinion dans ce pays. Et c'est ce que nous sommes. Résultat, vous et moi, nous le savons, qu'il n'y a rien de plus important pour chacun de nous que le Congo, que le Rwanda nous menace, que le M23 est manipulé, que derrière le Rwanda, il y a des multinationales, il y a des forces obscures qui veulent continuer et accentuer le raccordement frauduleux qu'ils font sur les richesses du Congo, parce que le Congo de demain, c'est l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Le Congo de demain, c'est le pays qui a toutes les richesses pour les révolutions technologiques, la robotique, la transhumanité, les révolutions écologiques, tout ce dont le monde a besoin demain se trouve en République démocratique. J'aimerais quand même vous relancer sur cette question. Donc, permettez-moi de terminer rapidement, parce que madame a l'air très intéressée. Donc, oui, lorsque ce problème existentiel se pose, les Congolais renoncent à tout et se mettent en ordre derrière leur commandant suprême. C'est ça le sens de l'élection. Et je peux regarder chacun des candidats en face. Il n'y a aucun homme politique de ce pays qui ne me connaît pas et que je ne connais pas personnellement. Je peux les regarder en face. Pensez-vous, très sincèrement, que vous pouviez battre un commandant suprême en guerre contre un ennemi qui menace une nation? Ça s'est fait où? George Bush a gagné les élections de 2004 aux États-Unis parce qu'il était en guerre contre l'Irak. Emmanuel Macron a gagné en 2022 parce qu'il s'était positionné en chef de guerre face à l'envahissement de l'Ukraine et à la menace que cela faisait peser sur les frontières européennes. C'est ça la réalité. La nation congolaise s'est mise en ordre de bataille derrière son commandant suprême qui a eu un discours viril, direct. Il a dit, « Monsieur Kagame, vous continuez, je vous tabasse. » Beaucoup n'ont pas compris ce message, notamment la bien-pensance politique gavée au champagne et au petit four de ma campagne et de la Gombe, mais ceux qui vivent ça au quotidien, à l'Est, ont perçu cela comme un acte salvateur. Ils se sont dit, c'est lui qu'il nous faut. Un mot pour ceux qui se disent qu'il n'a pas su rétablir la paix pendant 5 ans. Oui, ça on le dit, c'est très facile de le dire quand on est à Gombe, à ma campagne. Je vous assure, petit four, discussion devant des Apple, vous voyez, dans les beaux restaurants de Kinshasa. Mais ceux qui sont en Ituri, à Béni, ils savent que la guerre, ce n'est pas un jeu de cours de récréation, ce n'est pas Colin Maillard, comme j'aime le dire. La guerre, c'est sérieux. Parce que eux, ils vivent ça au quotidien. Eux, ce qu'ils voient, c'est quoi? Ils ne voient pas une guerre qui n'est pas finie. Ils voient des Congolais qui meurent, mais ils voient d'autres Congolais qui meurent pour les défendre, pour qu'il y ait moins de morts, pour qu'il n'en ait plus. Ils voient des soldats qui leur reviennent les pieds devant, avec qui ils étaient la veille. Ils voient l'effort de guerre, même s'il n'y a pas encore la fin de la guerre. Parce qu'ils vivent ça au quotidien. Et les autres Congolais qui n'ont pas de champagne ont perçu également cette réalité. Que s'il n'y a pas encore la fin de la guerre, mais il y a un effort dans la guerre. Et ça, si on n'est pas honnête pour le reconnaître, c'est qu'on ne respecte pas. Tout le monde n'est pas de votre point de vue, M. Germain Kambiga. C'est qu'on ne respecte pas tous ces jeunes Congolais engagés dans l'armée qui meurent chaque jour pour la défense de la patrie, pendant que nous faisons cette émission. Mais ceux qui sont sur place en Ituri, à Béni, partout, ils le savent, ils vivent ça. Ils savent qu'on ne règle pas cette question d'un coup de baguette magique. Mais lors de la campagne, il y a un candidat au Baloba qui, 6 mois, ceux qui vont suivre beaucoup de ici et Tumbaya Est. Mais peut-être parce qu'ils n'ont jamais fait la guerre. Vous savez ce que Joseph Kabila avait dit une fois d'ailleurs sur ce sujet-là. Pour dire ça, c'est qu'on n'a jamais fait la guerre. Cette problématique, Félix Tshisekedi l'a trouvée. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il fallait comprendre la problématique. Il fallait essayer
à tâtons, mesurer, évaluer, mais surtout ne jamais renoncer. Qui a mieux fait, en tout cas, Kabila Tshisekedi? Mais je crois que chacun a fait sa part. Et la guerre est finie? La guerre n'est pas finie parce que c'est une problématique complexe. Il faut continuer. Il ne faut pas arrêter. C'est une guerre asymétrique. C'est une guerre conventionnelle. C'est une multitude de choses à la fois, ce qui se passe à l'est du Congo. Il y a des problèmes de société, des problèmes de connivence, il y a des problèmes de trahison. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la volonté d'en finir. Et je pense que sur ce terrain-là, le peuple a compris qu'ils avaient un président qui avait cette volonté. Personne n'a jamais dit que la guerre était une question facile. Vous savez, les territoires dont vous parlez ont la dimension de certains pays. Ce n'est pas une petite escarmouche dans un quartier de la commune de la Gombe. Non, le Rutshuru, Bunagana, lorsque vous voyez les dimensions, ça a des dimensions de pays. Parce qu'en même temps, il faut faire ça. En même temps, il faut protéger l'Ouest. En même temps, il faut assurer le développement. En même temps, il faut assurer la démocratie. Il faut tout faire en même temps. Mais ce que le peuple a perçu, parce que ce que moi je perçois, finalement, n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est ce que le peuple a perçu. Le peuple a perçu une gouvernance militaire volontariste, et le peuple a la certitude que nous avons un homme qui a compris que l'approche diplomatique a eu des limites, il l'a essayé. Que l'approche de dialogue a des limites, il l'a essayé. Et que maintenant, qu'il fallait faire la guerre. Quitte à ce que cette guerre aille jusqu'au Rwanda. Il l'a dit. Et ça, le peuple l'a compris. Comment y mettre fin définitivement? Mais le président de la République l'a dit. C'est la guerre. C'est la guerre totale. Il faut y aller franco. Il l'a dit. Vous avez en face des gens qui sont convaincus que les Congolais sont des sous-hommes. Ils ne nous respectent pas. Ils sont convaincus que nous ne méritons pas notre sol et notre sous-sol. C'est leur conviction. Et cette conviction est fondée, d'autant plus qu'ils écoutent l'élite congolaise. C'est le seul pays où on a une élite qui peut se diviser lorsque le pays est menacé. Ça n'existe nulle part au monde. Ce que nous vivons au Congo. Voir des compatriotes politiciens attaquer des militaires, insulter l'armée, insulter le commandant suprême d'une nation en guerre. Ça n'existe nulle part au monde. Même dans les terres de grande démocratie comme les États-Unis d'Amérique ou la France, lorsqu'il y a une menace sur la sécurité nationale, la nation se rassemble. Je vous ai dit, aux États-Unis, George Bush a gagné en 2004 parce qu'il était en guerre contre l'Irak. Je vous ai dit, et vous pouvez vous rappeler de l'attitude de la classe politique américaine lorsque les World Trade Center sont tombés. Mais nous, on a un drame plus important, c'est des millions de morts. C'est un pan du territoire qui est occupé par des Congolais stipendiés par le Rwanda. Et on considère que c'est anecdotique. C'est ça le problème de l'élite congolaise. On considère comme anecdotique la question de la sécurité. Et le peuple nous a rappelé à l'ordre. Je vous l'ai dit que le peuple nous a lancé un message. Le peuple nous a dit, vous avez tout, mais nous on va vous apprendre, malgré tout ce qui nous manque, c'est quoi être patriote. Et ils l'ont signifié par ce vote unanime. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de volonté pour mettre fin à la guerre, parce que les militaires sont pour eux mal payés, oui, et que, au contraire, d'autres classes sociales sont immensément payées, oui, et donc pour mettre fin à cette guerre, il faut qu'on sente cette volonté, vous savez, qu'on ajuste les salaires des militaires, la et, solde des militaires, et alors significativement le budget de l'armée. Ça démontrerait la volonté des dirigeants de mettre aussi longtemps qu'ils ne le font pas, il n'y a pas cette volonté. Ça, ce sont les opposants. Voilà, heureusement que vous-même, en énonçant cette thèse, vous vous rendez compte de son ridicule.
Donc on baisse le salaire des députés et la guerre est finie, c'est ça. C'est ce qui... Bah alors c'est normal, ils n'ont jamais fait la guerre alors. Moi non plus d'ailleurs, mais j'ai quand même la modestie de ne pas me lancer sur des sujets qui ont une complexité qui dépasse ma compréhension actuelle. Moi je sais que la guerre c'est une affaire sérieuse. Moi je sais que chaque jour des Congolais meurent. Moi je sais que notre armée est en train de monter en puissance depuis quelques années et fait l'essentiel pour se mettre à la hauteur de la problématique. Moi je respecte ces morts-là. Je ne peux pas leur manquer de respect. Moi je dis, on a un budget, je vous ai dit précédemment, qui était à 250-300 millions de dollars. Parfois ça montait à 400, mais qu'on se rapproche de 1 milliard de dollars. Mais c'est ça l'effort dont on parle. La loi de programmation militaire qui a été promulguée, qui va se mettre en œuvre. C'est ça les efforts dont on parle. Et le reste, c'est une question de rassemblement et de temps. Et le peuple l'a compris. Ce n'est pas avec... C'est la priorité. Mais le message du peuple congolais au président de la République, Ouakobima, est Zandewana. Baboyi kolanda makambo ya dollar o bakanisa ki za priorité na bango, baboyi kolanda makambo mabulu banzela o bakanisa ki za priorité na bango, batali kaka o Italie sécurité makambo mapinga. Soki ba voix o tozomona salami bongo eza problème à est. Ba moni moto moko atelemine mobali. Ba moni moto moko azobunda. Moto wana eza commandant suprême. Balobi toza na tante ya kolanda ba aventure to kabwana bisonyo sobe simanaye. Dans moto yo bako proclamer à recevoir message wana na ndenge sengeli ke o esengeli na sala koleka nyoso ezande ko bundisa bato bazolinga ko bebisa mboka nanga po ba votenga po na yango. En réalité, la priorité la plus préséante, c'est exactement cette question sécuritaire. Il faut aller encore plus loin. Parce que nos adversaires ont compris que plus que jamais, le Congo ne négociera plus sur ces sujets-là et que le Congo revendique et se prépare pour l'assaut final, en réalité. Contre le Rwanda ou l'Ouganda? Contre le M23 d'abord. Il faut y aller par étapes. Je ne pense pas que le président de la République va se réveiller et va enjamber le M23. Il faut passer par là. Et dans le M23, il y a des Rwandais. C'est le plus grand enjeu, la sécurité. C'est le plus grand enjeu, mais c'est le message électoral. Qu'est-ce qui peut vous expliquer que l'Est du pays vote massivement pour Tshisekedi qui n'est pas de l'Est, mis à part les questions des alliances dont j'ai parlé précédemment, qui auraient peut-être pu l'amener à avoir 10, 20, 30, 40% agrégé avec ceux qu'il aurait eu ailleurs, il aurait gagné de toute façon. Dans toutes les provinces de l'Est, il a fait carton plein. Mais c'est normal. Je vous dis que les Congolais vous ont parlé. Vous parlez de quoi? Vous imaginez qu'il y a eu de la triche, c'est ça, vous n'osez pas le dire. Mais alors, parlons de la triche. Alors, on va raisonner par l'absurde. On va imaginer que le président de la République s'est réveillé un matin, il a dit « Allez, moi, je participe au concours du plus grand tricheur. Je me donne 80-90%. » Vous pensez que ça a du sens? Pourquoi? Il pourrait gagner avec 40%. Mais comment... Expliquez-moi, c'est une question de bon sens. Il faut gérer bandeko baboyi kondima ba résultat wana o balobi que tricherie et salemi balobi ba ko activer article 64. C'est là comme le niveau. Terminons d'abord ce sujet. Oui, raisonnons par l'absurde. Donc vous imaginez que Félix Tshisekedi s'est réveillé un matin, il a dit allez, moi je suis le plus grand méchant, loup, tricheur, je veux 90%. Alors qu'il pourrait tranquillement gagner proprement, sans problème, avec 40%. Non. Respecter la souveraineté du peuple et son libre arbitre. Ce n'est pas la première fois qu'on a un régime en place. On a eu le régime Kabila pour 2006, 2011, 2018. Et on a bien compris que la vraie problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que les scores aux allures de tsunami électoral auquel nous assistons
ne sont que l'expression d'un rassemblement rare. Et ce type de rassemblement ne se produit que lorsqu'il y a un électrochoc dans la société. Cet électrochoc, c'est la guerre à l'Est. L'électrochoc en 2002 en France, lorsque Jacques Chirac a 80%, c'est la menace des valeurs françaises avec l'émergence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Ce sont des électrochocs qui permettent ce type de réaction. Les Congolais nous ont donné une leçon à nous, les politiques, et ça, on ne veut pas l'accepter. La vérité, elle est là. Quelques princes de l'Église sont aussi de l'avis des opposants pour dire qu'il y a eu un désordre organisé. Mais moi, je crois que l'Église, elle est constante. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de nouveau. Je vous ai dit, allez voir la déclaration de l'Église en 2018. On a dit quoi? Que les médiocres dégagent. Non, je crois que ce n'était pas plus gentil non plus. Je crois qu'en 2011, il y a eu aussi des déclarations. L'Église catholique est dans son rôle. Je vous ai dit, moi, je ne vous ai pas dit que l'élection, le processus électoral était parfait. Je vous ai détaillé ici les limites organisationnelles de la commission électorale indépendante et je les ai inscrites dans une logique structurelle et j'ai proposé des pistes de solutions. Mais je vous ai également dit que cela n'a jamais empêché la poursuite de la mise en place des institutions de la République. Je ne vois pas pourquoi cette fois-ci ça ferait exception. Je vous ai même dit, si vous prenez le centre Carter comme référence, regardez ce qu'il dit sur les élections de 2011 et regardez ce qu'il dit sur les élections de 2023. Tout existe sur Internet. Je vous ai même dit, prenez le réflexe d'écrire élection 2006 fraude. Ensuite, écrivez élection 2011 fraude RDC. Faites l'exercice et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a plus d'émotions par le choc des images parce qu'il y a un développement accru des réseaux sociaux et des smartphones Android. C'est ça la réalité. Comment gérer... Mais dire que dans le contexte de l'époque, si on fait une comparaison statistique sur les irrégularités, qu'il y en a plus ou moins, je crois que c'est un peu prétentieux. L'opposition doit compiler, à mon avis, ces résultats, rassembler, si vous voulez, les irrégularités qu'ils auraient pu constater et se rapprocher de la Cour constitutionnelle. En démocratie, c'est comme ça que ça marche. Moi, j'irai même plus loin. Face au contexte de la guerre, face au message de rassemblement fait par le peuple congolais, moi j'inviterai le président de la République qui sera proclamé à tendre la main à l'opposition, à son opposition. Parce que le rassemblement qui se fait va se rapprocher des 78-80%. Ça veut dire la majorité des Congolais. Mais il ne faut pas oublier cette minorité qui peut être manipulée, stipendiée par les forces obscures. Il faut leur tendre la main parce que le Congo a plus que jamais besoin de rassemblement. Voilà ma conviction. Maintenant, maman a lobby que y opposition, bazo contester résultat. C'est ça, non? C'était ça? Oui, oui. La Cour constitutionnelle va activer l'article 64. Oui, mais le problème, c'est que bandeko opposition, il faut un message. Congolais, balobi bo sangana. Balobi bino bato mbongo ya opposition, bito boza na mbongo ebele, bana na bino batanga galibanda, bino bozwa nyoso. O Kongo ko pesa bana na ye. Boyoka message ya biso babola o tozanga. Tolobi tokolala nzala, tolobi tokotambola na banzela mabulu. Mais tosilisana no bitumba. Po soki tobungisi mboka, biloko wana eza na tina te. Voilà le message au peuple congolais apesi à travers l'élection oyo. Donc yo soko ko yebisa moto abongo, mais article sur au sala ngona nani. Lobi ba meka qui marche. Article 64 ngo pesa na ndenge mibale. Eza o babenga na lopoto alinea liboso o duango, mais est-ce quoi alinea o yamba ya se wana bosa ina ngonini ezaka mon côté ezaka 1 2 moko elobi boye wana mususu elobi boye, mais wana pe po esala mais il faut batu non, mais batu ngo baza wapi lobi balobaki batu baya été parce que tant que beaucoup talana en face te ngana lobi totala na en face misu na misu
Balbarabon, lisse ou l'icolo est lisse, c'est ça, la bonne expression. Hein? Bah, moi, on dit bien qu'ils le savent. Moi, je vous assure, ils savent que les Congolais ont choisi de s'aligner sur les thématiques sécuritaires qui ont été portées avec virilité par le commandant suprême. Ils le savent. Ils savent qu'ils se sont trompés de thématique. Vous êtes des intellectuels, vous êtes des journalistes. Vous savez qu'on peut se tromper de thématique de campagne et ça détermine les victoires en démocratie. Si les gens veulent parler de sécurité et que vous venez parler de football, ils ne vont pas vous entendre. C'est ça la vérité. Mais makanisi wana famille politique na ya kalape bazali ko partager yango o bango bakotaki kutu na kati ya processus électoral te koloba nyonso esami malamu penza te. Mais voilà, ça c'est un comportement logique. Joseph Kabila a considéré avec sa famille politique ce qui reste de sa famille politique, notamment parce que effectivement vous n'allez pas oublier que le FCC s'est divisé, une partie était allée chez le président de la République, une autre partie était restée, dont notamment moi. Moi, j'étais resté. Et c'est bien plus tard, lorsque j'ai considéré qu'il y avait une absence de renouvellement de projets politiques, qu'ils m'ont exclu eux-mêmes des groupes et ils ne m'invitaient plus et que j'ai décidé de faire mon chemin. Donc, il faut bien restituer l'histoire. Il a dit, il n'y croit pas. Il a expliqué à sa famille, ils ne sont pas allés. Voilà. Mais lorsque vous participez à un processus, vous ne découvrez pas ses limites. Lorsque vous constatez que le peuple vous oppose un rejet sans ambiguïté. Mais de toute façon, le peuple ne suivra pas. Moi, prenons date avec l'histoire. Les tendances qui sont affichées représentent effectivement ce que moi, ma machine politique et les témoins qu'on avait à travers le pays ont pu voir, discutant entre vous. Vous êtes journaliste, vous devez être neutre, mais vous le savez. Je suis sûr que même vous, vous avez été étonné. C'est la première fois qu'on voit un tel rassemblement autour d'une candidature. Moi, je vous ai donné l'explication. Je pense que c'est la guerre. Je pense que les Congolais se sont alignés derrière le commandant suprême parce qu'il a eu les mots pour les atteindre, pour les toucher. Il s'est posé en rempart. C'est mon explication et c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Moi, j'ai pris ça comme un message et je l'ai intégré comme élite politique et je me suis interrogé. Je me suis dit, si ces gens-là peuvent faire ça, peuvent renoncer à tout et peuvent nous rappeler qu'il y a des choses graves qui se passent et qu'on doit être unis, c'est que j'ai le devoir de suivre l'exemple. C'est une question que je pose souvent. Je vais vous laisser la parole pour conclure. C'est une question que je pose souvent à nos invités. C'est de savoir, selon vous, c'est quoi la plus grande faiblesse des 5 premières années de la gouvernance du président? Qu'est-ce que vous appelez faiblesse d'abord? Oui, qu'est-ce que vous appelez faiblesse? Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Vous connaissez des choses qui n'ont pas de faiblesse. Vous connaissez des actions qui n'ont pas de faiblesse. Vous connaissez des réalisations qui n'ont pas de défaut. Vous connaissez des croissances qui n'ont pas de limite, humaine, animale, florale, tout ce que vous voulez. Mais il y a toujours de la faiblesse en tout, sinon on serait Dieu. La faille qui pour vous, doit être impérativement ou doit être la plus regardée et corrigée. Écoutez, il faut toujours avoir la modestie de se mettre à sa place. Être président de la République, c'est une fonction à nul pareil. Et on ne peut pas l'imaginer ou la supposer. Il faut être président pour comprendre quelles sont les réalités, quelles sont les difficultés à être président. Je vous ai dit, ce sont des positions d'exception. Donc c'est confortable de dire il y a telle faille, mais il n'y a rien qui soit parfait. Moi, ce que je sais, parce que je connais le président de la République, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Vous savez, moi j'ai assisté une fois à une réunion, il y avait moi, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le Premier ministre, le président de la République, je ne donne pas dans quel contexte.
l'IPR devait être appliqué, l'impôt sur le revenu devait être dorénavant appliqué sur les fonctionnaires, mais en même temps, on avait un problème parce que le franc congolais avait perdu une bonne partie de sa valeur. Donc les revenus nominaux étaient là, mais le revenu réel n'était plus là. Donc il commençait à y avoir quand même une grogne. Alors moi, j'ai proposé au président de la République la mise en place d'une politique d'indexation des salaires au niveau d'inflation. Le président de la République a un défaut. Vous voulez son défaut? Non. Vous vouliez connaître son défaut? Oui. Le peuple congolais. C'est sa plus grande faiblesse. Si vous voulez obtenir un oui du président de la République, mettez peuple congolais. C'est sa plus grande faiblesse. C'est l'homme que moi j'ai expérimenté au gouvernement. Vous amenez n'importe quel dossier. Si vous voulez avoir son écoute, vous devez mettre peuple congolais dedans. C'est sa plus grande faiblesse. Alors quand je présente cette idée, le président de la République dit c'est excellent, monsieur le ministre, il faut que pense tel. Alors les autres, ils n'étaient pas d'accord en disant les ressources ne le permettent pas, la soutenabilité d'une telle mesure ne tiendra pas par rapport aux rentrées actuelles de la République, il y aura des inflations, il y aura ceci, il y aura cela. Et le président de la République leur a dit, tout ce que vous dites, c'est très bien, mais faites-le. Nous avons quitté le gouvernement, un nouveau gouvernement s'est mis en place, et l'indexation a commencé. Voilà ce que moi je peux dire sur l'homme que je connais. Maintenant, les défauts, du FCC. Maintenant, les défauts, tout le monde en a certainement, mais vous imaginez bien que je serais bien prétentieux de vouloir ici rentrer dans ce débat-là. Moi, je pense que nous avons, jusque-là, on attend le résultat, un président qui a comme priorité le peuple congolais. C'est ça, s'il y a un défaut, s'il y a un truc par lequel, je parle vraiment très directement. Vous avez vu que parfois les gens se plaignent de tel projet, telle idée qui n'aboutit pas, mais parce que les gens viennent, obtiennent l'autorisation du président de la République en jouant sur sa seule faiblesse, le peuple congolais. Vous avez été ministre pour le compte du Front commun. Oui, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais on était dans le gouvernement et avec un seul chef, c'est le président de la République. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas deux présidents, il n'y en a qu'un seul. Moi, je vais vous raconter une anecdote pour répondre à votre question. Et c'était pour que vous compreniez que la fonction de président de la République est une fonction sans nul pareil. Et qu'il faut toujours avoir la modestie et le recul nécessaire pour ne pas aller trop loin lorsqu'on veut juger. Il faut juger le bilan. Si il est question sur des faits, parce qu'on est en République, mais il faut éviter de rentrer dans le type de débat où vous dites quelle est la faiblesse du président, quelle est ceci. Je trouve que c'est un peu prétentieux. Et même discourtois, d'ailleurs, pour ceux qui rentrent dans ce débat. Et on a constaté cet abaissement du débat public. Un président de la République, ça se respecte, parce que c'est le premier des Congolais, c'est notre représentant. Un président de la République, ça se protège même, en réalité. Donc, il y a un niveau d'abaissement du débat politique, les gens sont tout le temps en train d'insulter, de crier, de faire tout et n'importe quoi, de parler même des choses qu'ils ne maîtrisent pas, de transformer en quiz et en jeu tout ce qui constitue l'honorabilité de la fonction présidentielle. La fonction du président de la République. Et ça, c'est pas normal. Le gouvernement Ilunga Kamba était un gouvernement qui... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat qui ne va en rien enrichir la réalité factuelle du problème qui nous pose aujourd'hui. Vous croyez vraiment que les Congolais, au moment où ils attendent l'élection présidentielle, les résultats sont intéressés à savoir les blocages du gouvernement Ilunga Kamba de 2020? Je sais pas. Non, je veux dire, aujourd'hui, je ne pense pas que les Congolais soient strictement intéressés par ces... Si je vous ai raconté un peu cette anecdote, c'était parce que vous parliez de la faiblesse. Et moi, je vous ai dit, moi, la seule faiblesse que j'ai détectée chez le président, c'est sa passion pour le peuple congolais. Et c'est pas des flatteries, c'est la réalité. Tous ceux qui connaissent le président savent que si vous voulez faire passer un dossier, il faut mettre peuple congolais. Dès que j'ai remis un gâteau comme la souka, il y a émission face à l'opinion, mon connaît.
ce qu'il faut relever la Congo na 5 ans oyo ezali koya ndenge nini ezali komona yango po toza na mboka monene lokola continent toza na ba problème ebele sous développement problème ya nzala problème ya sécurité ndenge olobi awa problème ya kozanga ko produire na kati problème ya mosolo ba salaire ba problème eza mwa mingi 5 ans ezali koya ce qu'il faut ko penser RDC oui Kolobani. Vous savez madame, les perspectives qui sont devant nous, en réalité, sont bonnes. Parce que nous avons, et je suis sûr que nous allons en sortir, fait un processus électoral à temps. Il y a très peu d'ambiguïté quant à la nature du magistère que les dirigeants de demain auront, contrairement à 2018, où nous avons dû perdre 9 mois déjà, pour les arrangements politiques. Donc, tout de suite, dès la prestation de serment, le travail va commencer. Quels sont les grands axes, selon moi? Le premier axe, il est sécuritaire. La République démocratique du Congo est un pays immense, dont le front militaire se trouve essentiellement à l'est. Les richesses se trouvent dans une partie plus ou moins protégée, c'est le Katanga, c'est toutes les autres provinces orientales et tout ce qui est en bas. Et même quand on dit province orientale, entre la province orientale et le nord Kivu, il y a quand même une très bonne distance. Ça veut dire, cette partie du territoire sera le grenier, sera la cheville ouvrière, sera l'axe du travail, de la mobilisation des RSS, de l'ingénierie, de la mobilisation des savoirs, de la mobilisation du fer, pour permettre, d'une part, de financer le développement, mais surtout de financer la guerre. Voilà comment doivent se structurer les projets du Congo de demain, du Congo que le président de la République va entamer. Il ne faut surtout pas passer outre le message que le peuple congolais a lancé. Il a décidé souverainement de mettre la guerre, la sécurité du territoire en priorité pour le prochain mandat. Il faudra financer cela au maximum, il faudra suivre cela avec la plus grande vigilance, tout en s'assurant que le reste du territoire travaille, produit, structure des perspectives de développement. Et c'est possible parce que nous avons un pays continent. Donc, le Congo, des 5 prochaines années, sera un Congo qui devra mettre définitivement un terme à la guerre, en approchant la menace le plus près possible du Rwanda, qui comprendra que la fragilité de son économie ne lui permettra pas d'affronter le grand Congo. Le Rwanda, c'est un petit pays avec une économie extrêmement fragile. À la différence du Congo, nous, on a les potentialités qu'il faut pour avoir ce qu'on appelle une économie de guerre. Nos ressources, elles sont minières, elles sont minérales, elles sont halieutiques, et on a un territoire immense. Le Rwanda, c'est un tout petit pays, essentiellement tourné et alimenté par la commisération internationale, parce qu'ils ont su faire le marchandage de leur génocide. C'est un pays avec une industrie lilliputienne, résultat du raccordement frauduleux au niveau de la République démocratique du Congo. C'est un secteur touristique né de la réputation usurpée de sécurité et de bonne gouvernance qu'ils ont installée alors même qu'ils ont les mains maculées de sang. C'est une économie, somme toute, fragile. Parce que si ça tire, il n'y a plus de tourisme. Si ça tire, il n'y a plus d'aide internationale. Si on coupe, on ne siphonne plus les richesses du Congo et cette économie s'écroule. Elle est même encore... Le Rwanda est encore plus fragile sociologiquement à cause du conflit latent qu'il y a entre les Tutsis et les Hutus, et une crise économique pourrait exacerber ces réalités. C'est un pays qui ne peut pas résister. Que les Congolais arrêtent d'avoir peur. Si nous sommes sérieux, le Rwanda ne peut pas résister. Tout est fragile au Rwanda. Le crapaud qui veut se faire plus gros que le bœuf, on connaît l'histoire. Mais tout est fragile au Rwanda. Nous, on a nos minerais partout, qu'on peut brader même si on veut pour gagner la guerre, parce qu'on appelle ça l'effort de guerre. Et ça ne se terminera même pas. On a 100 millions d'habitants.
Et on a une rage qui s'est montrée dans les urnes. Nous sommes fatigués. Voilà ce que les Congolais ont dit. Et que cette fois-ci, si ça continue, on doit en découdre. Voilà ce que les Congolais ont dit. Donc quand vous mettez tous ces paramètres, ça vous dit ce qui va se passer dans ce pays les prochaines années. Développement économique et social, amélioration de la gouvernance, le tout au bénéfice de la structuration d'une stratégie de guerre qui nous permettra de recouvrer notre unité territoriale et notre suprématie géopolitique régionale. Merci beaucoup, maman. Mes questions dans les acquis na lingala na répondre en français. Na bandi Olimbi Singai. Merci beaucoup, Naomi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur Germain Kambinga, de nous avoir honorés ici à Congo Buzz Télévision. Nous espérons que tous les Congolais ont aimé cette intelligence que vous avez dégagée sur ce plateau, et puis ces belles idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes au service de la patrie. Il faut parler, il faut s'exprimer. Et votre devoir, en tant que journaliste, c'est de faire reculer la bêtise. Les médias doivent arrêter de faire ce qu'ils font depuis un moment. C'est d'être des feuilles de culture de la bêtise. La bêtise ne fait pas avancer une nation. Une nation avance par l'excellence. Une nation avance par le débat, par des échanges constructifs. Ne parlez que de ce que vous maîtrisez. Voilà le point de départ de la sagesse, voilà le point de départ de la construction d'une véritable démocratie. Merci. Merci beaucoup, monsieur Germain Kambiga. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt.